Donc je vais vous parler d'un texte qui s'appelle Discours sur le bonheur de Madame Émilie du Châtelet, qui a été écrit en 1779. Mais laissez-moi dans un premier temps vous parler de Madame du Châtelet. Alors, Madame du Châtelet, elle est née en 1706, à l'aube d'un siècle des Lumières. Qu'est-ce que c'est que le siècle des Lumières, justement? Eh bien, le siècle des Lumières, ce qu'il faut savoir, c'est que ça désigne justement le XVIIIe siècle, qui est éclairé par la raison. Et dans cette raison-là, on peut voir que plusieurs philosophes vont sortir des préjugés, de l'intolérance, faire progresser les hommes vers le bonheur et le savoir. Il y a un mouvement littéraire et non seulement philosophique européen qui se répercute derrière ça. Notamment avec d'autres auteurs comme Beaumarchais, avec Le mariage de Figaro, le barbier de Séville, d'Alembert, Diderot avec Voyage à Bougainville, Marie, Montesquieu, Rousseau avec Nouvelle Héloïse, Voltaire avec Candide Zadig. En revenant sur Madame du Châtelet, elle a une figure de proue. Et elle offre une éducation exceptionnelle pour une femme à cette époque-là. Puisqu'elle danse, elle joue du clavecin, elle apprend le latin, le grec, l'allemand. Elle s'intéresse aux beaux habits, à l'opéra, la philosophie naturelle, c'est-à-dire aux sciences. Elle a rencontré Voltaire d'ailleurs, qui deviendra son amant justement. Elle est passionnée pour la physique, elle aime analyser les travaux théoriques sur l'énergie cinétique, qu'elle illustre à l'aide de différentes expériences. Elle a d'ailleurs rédigé un traité de physique qui a été publié dans l'Académie des sciences, une première pour une femme. Et elle s'intéresse également aux travaux de Newton. Elle est morte en 1749, 4 jours après l'accouchement difficile d'une jeune fille. Donc concernant Madame Châtelet, alors concernant le discours sur le bonheur, c'est un texte qu'elle a écrit qui traite justement de la condition féminine à l'époque des femmes, vu que les femmes étaient considérées mineures et inférieures par rapport aux hommes. Et donc à partir de ce texte-là, on va s'intéresser à différentes problématiques. Quel regard nouveau porte-t-on sur la femme au XVIIIe siècle? Quels écrivains contestent l'idée d'une infériorité intellectuelle et morale de la femme? Quels sont les enjeux et les formes de cette protestation? Et donc pour répondre à ces différentes problématiques, nous allons donc étudier, dans un premier temps, un argumentaire construit, dans un second temps un plaidoyer en faveur des femmes, et pour terminer, un discours qui est plein d'émotions. Alors, mais avant de vous présenter ces parties-là, laissez-moi vous lire le texte. La sagesse doit avoir toujours les jetons à la main. Car qui dit sage dit heureux, du moins dans mon dictionnaire. Il faut avoir des passions pour être heureux, mais il faut les servir à notre bonheur, et il y en a auxquelles il faut défendre toute entrée de notre âme. Je ne parle pas ici des passions qui sont des vices, tels que la haine, la vengeance, la colère, mais l'ambition. Par exemple, est une passion où je crois qu'il faut défendre son âme, si on veut être heureux. Ce n'est pas par la raison qu'elle n'a pas de jouissance, car je crois que cette passion peut en fournir. Ce n'est pas parce que l'ambition désire toujours, car c'est assurément un grand bien, mais c'est parce que de toutes les passions, c'est celle qui met le plus notre bonheur dans la dépendance des autres. Or, moins notre bonheur dépend des autres, et plus il nous est aisé d'être heureux. Ne craignons pas de faire trop de retranchements sur cela, il en dépendra toujours assez. Par cette raison d'indépendance, l'amour de l'étude et de toutes les passions, celle qui contribue le plus à notre bonheur. Dans l'amour de l'étude, se trouvant enfermée une passion dont une âme est élevée, n'est jamais entièrement exempte. Celle de la gloire. Il y a même de cette manière d'en acquérir pour la moitié du monde. Et c'est cette moitié justement à qui l'éducation en ôte les moyens et en rend le goût impossible. Il est certain que l'amour de l'étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu'à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux qui manquent entièrement aux femmes. Ils ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire. Et il est sûr que l'ambition de rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens, soit par son habileté dans l'art de la guerre, ou par ses talents pour le gouvernement, ou les négociations, est forte au-dessus de celle qu'on peut se proposer pour l'étude. Mais les femmes sont exclues par leur état de toute espèce de gloire, et quand par hasard il s'en trouve quelqu'une qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. Donc à présent, je vais vous parler de ma première partie sur l'argumentaire construit. Et ce qu'on peut voir, c'est que Madame du Châtelet propose de défendre la passion de l'étude avec ardeur, intérêt vif à l'étude. Dans cette thèse, elle défend clairement, puisqu'on peut voir à partir des lignes 14 et 15, que je vous lis, par cette raison d'indépendance, l'amour de l'étude et de toutes les passions, celle qui contribue le plus à notre bonheur.
Cette thèse est par opposition au terme d'un raisonnement que l'on pourrait qualifier de concessif. La locutrice rappelle la thèse d'ensemble dans son discours. Il faut des passions pour être heureuse. Thèse très originale qui marque l'esprit philosophique et qui s'oppose à la méfiance de la morale classique. Pour les passions qui sont considérées surtout comme destructrices, surtout sur ce que l'on peut voir à la ligne 9 et 10, toutes les passions, c'est celle qui met le plus notre bonheur dans la dépendance des autres. Elle concède qu'il y a également des passions dangereuses. Il y a également une comparaison explicite qui, justement, valorise par opposition la passion de l'étude à partir de 3 arguments. Le premier à ligne 15, c'est la passion qui assure les conditions d'une indépendance de l'être, au contraire de l'ambition qui suscite. On cherche des marques de distinction. Elle développe d'ailleurs surtout l'amour de l'étude. L'amour de l'étude puisque elle rend impossible l'accès à la gloire. Il s'agit de 2 passions différentes, mais elle les montre de manière reliée à la ligne 15 et 17. Dans l'amour de l'étude se trouve renfermée une passion dont une âme élevée n'est à jamais entièrement exempte, celle de la gloire. On suppose que, pour Madame du Châtelet, l'étude doit nécessairement conduire à des travaux, des découvertes qui permettent de se faire connaître. Et par ailleurs, la passion de l'étude qui permet d'affronter plus sereinement l'adversité à la ligne 28. Puisqu'elle dit « Ils ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire et il est sûr que l'ambition de rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens. » Voilà pour ma première partie sur l'argumentaire construit. À présent, je vais vous parler d'un plaidoyer en faveur des femmes. Le sens de cet éloge de l'étude, c'est qu'il y a un intérêt à dénoncer la situation faite aux femmes au XVIIIe siècle. Elle veut montrer l'injustice du sort des femmes, avec notamment la périphrase « la moitié du monde » à la ligne 19. Il n'y a même que cette manière d'en acquérir pour la moitié du monde. Elle veut rappeler la moyen de légitimité de leur revendication. C'est un moyen de légitimité de leur revendication. C'est de le rappeler aussi. Elle dénonce ici une formulation incisive de l'éducation. Elle leur ôte les moyens, rend le goût impossible de l'étude. À l'époque, l'éducation était réservée aux filles, qui consistait en un art de l'agrément. Madame du Châtelet est une exception, puisqu'elle bénéficie d'une éducation scientifique solide, avec un accès à l'éducation qui lui a permis de s'illustrer. La locutrice s'emploie à comparer la situation entre les hommes et les femmes, dans le but de dénoncer les inégalités entre eux, et des chances de carrière. D'où elle dit cette hyperbole conjuguée à l'antithèse, double figure de style, elle veut dire les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux qui manquent entièrement aux femmes que l'on retrouve à la ligne 25. Ça permet de faire ressortir cette cruauté du sort réservé aux femmes. Émilie Châtelet rappelle ensuite les carrières qui s'ouvrent aux hommes, la politique, la diplomatie, d'où elle relève l'opposition entre eux. Ils ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire. Mais les femmes sont exclues par leur état de toute espèce de gloire. Voilà concernant ma deuxième partie sur un plaidoyer en faveur des femmes. À présent, laissez-moi vous parler d'une troisième partie, parce que c'est un discours plein d'émotions. Au départ, ce texte est non destiné à la publication. La locutrice, elle s'implique, elle tente d'impliquer son lecteur, d'où l'emploi du jeu de manière discrète, mais bien présente. Je crois, je ne parle pas d'ici, puisqu'on peut lire également. Elle dit à ce moment-là, je crois qu'il faut défendre son âme si on veut être heureux. Je crois que cette passion peut en fournir. Ou encore quand elle dit, je dis que je crois que je ne parle pas ici des passions qui sont des vices telles que la haine. Voilà. Elle implique son lecteur dans son énoncé grâce au nous, juste dans la formulation de sa thèse. L'amour de l'étude et de toutes les passions, celles qui contribuent le plus à notre bonheur. Le nôtre, c'est pour faire la formulation du nous, pour impliquer justement le lecteur. Et on peut deviner l'expérience de la femme, son vécu personnel, avec la périphrase « une âme élevée » qui est employée 2 fois. Cette âme élevée, elle recherche la gloire. Et elle aurait aimé un choix de carrière semblable à celui des hommes. D'où l'indignation de cette locutrice entre les inégalités hommes et femmes. Derrière les formules employées, l'exclusion, c'est un terme qui est utilisé 2 fois, ou encore le mot condamné. Il ne lui reste que ce qui forme une négation restrictive. Voilà pour ça. Et c'est pour ça que pour conclure, ce que je peux dire sur ce poème, c'est qu'on peut voir vraiment toute l'émotion qu'elle met à travers ce poème pour justement, à travers un plaidoyer en faveur des femmes et un argumentaire bien construit, elle montre que la femme est réduite par rapport aux hommes, d'où elle emploie cette figure, cette hyperbole conjuguée antithèse, lorsqu'elle dit les hommes ont une infinité de ressources qui manquent, pour être heureux, qui manquent entièrement aux femmes.
Mais par ailleurs, pour en dire un peu plus, il y avait Simone de Beauvoir disait « La femme, libre, est seulement en train de naître ». Ou encore, ce qu'on pourrait ajouter à ça, c'est de dire exactement une chose. C'est Madame Châtelet qui, justement, dans ce discours, qui est spécial à l'époque pour une femme, puisqu'à l'époque, les femmes, justement, n'avaient pas la possibilité d'étudier. Madame Châtelet qui écrit, qui a une éducation différente des autres, on le voit à travers un tableau de Quentin de la Tour, où il représente Madame du Châtelet, où on peut voir qu'elle est dans une position studieuse, avec un livre qui est au premier plan, et elle se sert d'un compas qui est réservé aux physiciens, mathématiciens, navigateurs à l'époque. Il y a une posture qui est réflexive et passive. Et surtout, elle marque la différence avec un autre tableau, la Marquise de Pompadour, qui a été peinte par François Boucher. Il y a une différence parce que Madame Châtelet est dans une attitude passive, contrairement à la Marquise de Pompadour qui est plus dans une attitude active, où elle est plus détendue, où on voit qu'elle lit un bouquin, contrairement à Madame Châtelet qui a plus une position plutôt studieuse. Là, voilà, vous avez la mère Marquise de Pompadour, où on voit précisément qu'elle a une position détendue avec son bouquin qu'elle lit. Vous voyez ici le bouquin. Alors que là, vous avez l'attitude studieuse de Madame du Châtelet. Et ainsi, pour conclure, je ferai référence à un autre texte qui a été écrit par Olympe de Gouges, qui est reconnu par l'humanisme, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, puisqu'on retrouve justement dans ce texte-là un plaidoyer en faveur des femmes également, d'où l'idée de défendre la femme et de mettre en avant la femme. Voilà, j'en ai terminé, merci de m'avoir écouté.